wa barakatuh. J'aimerais d'abord vraiment saluer l'initiative ici de cette rencontre. Et quand on voit la salle aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui était derrière même l'organisation, l'esprit de cette rencontre se confirme. C'est que les femmes et les hommes à travers le monde, et en particulier les musulmanes et les musulmans, n'ont pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer, sont moins intéressés. On peut mobiliser beaucoup sur des situations qui se passent au Moyen-Orient, qui se passent en Palestine, qui se passent aujourd'hui dans ce qu'on appelle les soulèvements arabes. Mais toute cette réalité-là de ce qui est en train de se passer en Asie, de ce qui est en train de se passer en Birmanie aujourd'hui, est passée un peu par la négligence médiatique et l'oubli médiatique et la négligence internationale. Et ça montre bien où nous en sommes. Ce qui est problématique dans notre engagement humanitaire, c'est que notre engagement humain, humanitaire et politique est très souvent lié à ce que les médias en font. C'est-à-dire que nous sommes les premières victimes de nos émotions, nous ne sommes pas suffisamment clairs et pas suffisamment connaisseurs des réalités historiques, des réalités et des véritables défis. Et donc on suit ce que les médias nous disent quand on nous parle des uns et des autres. Puis les médias, c'est du pouvoir, donc ça nous parle de ce qui peut se passer parfois. Mais évidemment, on ne couvre pas toujours ce qui se passe en Palestine, donc on a une connaissance tout à fait relative. On ne sait pas très bien ce qui est en train de se passer quant à la persécution, mais très ancienne, des musulmanes et des musulmans en Chine, par exemple, où c'est quelque chose qui se passe qui est terrible. Et alors, en l'occurrence, il a fallu qu'un massacre plus important que les autres se passe en 2012 pour que tout à coup la communauté internationale, eh bien, de ce point de vue, soit un tout petit peu plus au courant de ce qui se passe. Et encore une fois, c'est la conscience humaine qui compte. Si on veut être juste avec nos principes, si on veut être juste avec les êtres humains, il faut qu'on ait une position de principe qui soit claire. C'est partout où il y a de l'oppression, partout où il y a des opprimés, partout où il y a la dictature, ce n'est pas par l'émotivité médiatique qu'il faut s'y engager ou à travers cela, mais par une connaissance approfondie des faits. Alors on vous l'a dit dans le petit clip qui est passé tout à l'heure, qui vient de différentes sources, mais qui avait le mérite de mettre en évidence trois choses. La première des choses, c'est la connaissance historique et géographique du phénomène. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2012, ce qui s'était passé en 2001, ce qui s'était passé en 92, ce qui s'était passé en 82, ce qui s'était passé auparavant dans les années 70, qui sont des séries, des successions de massacres, des successions des conséquences terribles d'une politique, d'un État qui était une dictature militaire, et bien tout ceci, en fait, c'est un processus qui est historiquement très long, qui commence pratiquement quant à la présence des musulmans très tôt, 11e, 12e et 13e siècle, où il y a déjà une présence et un vrai problème. Et ce problème, il est lié aussi à la situation géographique, c'est-à-dire qu'on va se trouver historiquement très tôt vers la stigmatisation, l'identification d'un type de population qui n'est pas simplement lié, effectivement, comme il a été dit, à l'ethnie, mais souvent dans cette région, le lien entre l'appartenance religieuse et l'ethnie, et qui va mettre en tension dans la région la présence des bouddhistes, la présence des musulmans, la présence des hindous, la présence également du confucianisme. Pourquoi? Parce que les musulmans qui vont se retrouver en Birmanie, ils viennent en fait de différents pays. Et si vous aviez regardé sur la carte, et là je préférerais que vous mettiez la carte que ma tête, mais pour que vous puissiez suivre, c'est plus important, vous apercevez que la Birmanie est entourée de pays qui vont jouer un rôle particulièrement important. La Chine va jouer un rôle extrêmement important, l'Inde va jouer un rôle extrêmement important, et le Bangladesh.
d'ailleurs dans sa seule adresse, la seule fois que Aung San Suu Kyi va prendre la parole pour soi-disant prendre une position, mais elle a pris la position de ne pas prendre de position et de renvoyer dos à dos en fait les bouddhistes qui étaient impliqués avec les musulmans qui étaient victimes, mettant indirectement en cause la politique du Bangladesh. Eh bien, sa prise de position a été une position de neutralité qui n'est pas du tout à son honneur. Pas du tout à son honneur. Celle qui a été le symbole de la résistance à la dictature birmane, et bien sur cette question-là, a eu une position, il faut l'appeler selon ce qu'elle est, une position lâche. Alors on nous a expliqué que sa position, elle était due dans le fait qu'elle est dans une situation particulière parce que des élections arrivent bientôt et qu'il faut qu'elle ne perde pas son électorat. Mais c'est bien là le problème, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus qui s'est installé aujourd'hui en Birmanie sur le fait de l'acceptation de ce qui est un génocide. Il faut qu'on soit clair du point de vue du droit, de la terminologie, comme du point de vue de la loi. Parce que ce qui est aujourd'hui problématique dans la détermination de ce que c'est qu'un génocide, c'est parfois même le terme légal. De quoi parle-t-on? Eh bien, le fait de cibler une population et de penser pour cette population, au nom de son identité religieuse ou culturelle ou ethnique, à l'éliminer et à la faire disparaître, en fait, d'une région tout à fait particulière, soit par l'élimination physique, soit par le rejet. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La politique birmane, de ce point de vue-là, de l'État, c'est effectivement d'en faire un État qui soit bouddhiste et qui élimine par la négation du statut juridique, du statut citoyen de cette population, eh bien, toute son identité à l'histoire longue de la Birmanie, comme s'il n'y participait pas, comme s'il n'y avait jamais participé. Or, on ne peut répondre à cette question de la citoyenneté des Rohingyas dans l'histoire birmane que si on revient à une histoire extrêmement longue et que l'on se rend compte que dans cette histoire longue, les tensions et la stigmatisation remontent à des siècles en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est récent. Ce qui est récent, ça va être une politique beaucoup plus systématique. C'est le passage de la discrimination à la politique génocidaire. Ça, c'est ce qui va changer, ce qui a changé dans ce dernier siècle et ces dernières décennies. Et donc on s'aperçoit que ces musulmans qui sont en Birmanie sont originaires de plusieurs pays alentours, du Bangladesh essentiellement, mais aussi de l'Inde et aussi de la Chine. Et donc cette présence-là, elle va faire l'objet de discrimination, de pression, un peu sur le plan historique, ce qu'on connaît, ce que l'on a connu chez les musulmans du Xinjiang en Chine, c'est-à-dire la stigmatisation systématique et la discrimination. Et pendant les dernières années, et en particulier à partir d'une décision politique, en 82, une décision politique du gouvernement qui en fait retire la citoyenneté. Et là, vous vous apercevez que c'est quelque chose qui est un indice qui est déterminant en Asie, mais qui l'est aussi en Afrique. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un hasard que tout ceci se passe aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire, à l'ère de la globalisation, la stigmatisation de certaines populations. Écoutez, ce qui nous vient d'Afrique et qui n'était jamais en Afrique, qui est quelque chose qui nous vient d'Asie et qui n'était pas vraiment dans la conscience asiatique profonde. Les sociétés asiatiques, au départ, elles sont pluralistes. Elles ont accepté le caractère pluriel de leurs caractéristiques. Vraiment, en Inde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez voyagé en Inde, vous apercevez qu'ils n'ont pas ce problème du rapport à la diversité. Ce sont des pressions extérieures et des pressions intérieures, c'est-à-dire des positions d'extrême droite, parfois fascisantes à l'intérieur, et des pressions sur la globalisation. Elles vont avoir le même impact dans des sociétés où on ne connaissait pas ceci. Quand vous allez en Afrique, vous connaissez... Je veux dire, quand vous allez en Afrique, vous voyez les tout-couleurs, les Peuls, les Bambara, tout ça, ça vivait ensemble. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez ensemble. Et tout à coup, quelque chose se passe où on identifie les gens et on commence à les cibler. Des choses qu'on n'avait jamais entendues au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, où on dit est-ce que tu es burkinabé, où on demande l'identité, où on commence en fait
à déterminer des positions nationales, nationalistes, racistes et sectaires, et qui vont cibler des populations. Ça arrive en Afrique et ça arrive en Asie. Et c'est exactement ce qui se passe, au point, dans la conscience politique birmane, de revoir le reflet de ce qu'on a vu aussi en Inde. Les nationalistes extrémistes de droite en Inde qui vont cibler dans le Gujarat également des musulmans qui sont dangereux. En Birmanie, c'est la même chose. Tout à coup, il y a, au moment où le régime militaire est en train de disparaître, l'émergence d'une société civile, mais qui va garder de ce régime dictatorial une politique systématique de discrimination, et qui va se traduire par des décisions sur le plan légal. La première, effectivement, c'est de leur retirer leur citoyenneté. En fait, ce sont des êtres humains qui n'ont plus de citoyenneté, donc ils sont sans État. Et quand vous êtes sans État, vous êtes sans statut. Et quand vous êtes sans statut, vous êtes vulnérable dans tout ce qui va concerner la protection de votre identité, et culturelle, et religieuse, et sociale, et politique, et humaine. C'est-à-dire que vous allez être totalement marginalisé. Alors, c'est là où il faut qu'on fasse attention, savoir qu'effectivement, ceci va se faire sur une caractéristique musulmane, c'est-à-dire effectivement cette population-là, elle est ciblée. Ça ne se passe pas simplement vis-à-vis des musulmans, c'est majoritairement vis-à-vis des musulmans, mais on a aussi dans la caractéristique de cette espèce d'épuration culturelle et religieuse, une politique qui va cibler des chrétiens, qui va cibler d'autres musulmans d'autres ethnies, mais ce qui est systématique, c'est ceci. Au nom de l'identité bouddhiste nationale et du nationalisme de droite et d'extrême droite qui s'installe, au nom de ce qui a été une politique militaire, eh bien, la discrimination. On enlève les statuts, et puis ensuite, il y a effectivement un jeu politique dont il faut vous rendre compte que ce que vous avez pu subir en France, eh bien, c'est quelque chose qui a été multiplié par 100 en Asie. Et ceci, ça va commencer avant le 11 septembre 2001, par rapport à l'utilisation de tout ce qui va être l'extrémisme islamiste, c'est-à-dire le terrorisme. Des répercussions majeures dont on ne parle pas, de ce qui se passe en Afghanistan, de ce qui se passe en Indonésie, de ce qui se passe en Inde, en disant attention, tous ces musulmans sont potentiellement des alliés des extrémistes, et des alliés d'Al-Qaïda et des alliés des talibans. Et il va y avoir l'instrumentalisation de tout ce discours-là contre ces musulmans-là en disant ce sont des alliés objectifs. Et là, ce que nous on a pu vivre, parce qu'à un moment donné, quand vous étiez en Europe, quand vous êtes en Europe, quand vous êtes en France, quand vous entendez aujourd'hui l'instrumentalisation de ce terrorisme pour des décisions politiques qui sont extrêmement dangereuses, bien on s'aperçoit que ça va être la même chose. Le gouvernement birman va stigmatiser, tuer et aller jusqu'à mener des campagnes. Vous vous souvenez de ce qui se passe en Afghanistan quand les talibans décident de détruire les statues bouddhistes. Ce qui va avoir comme conséquence, ce sont des moines bouddhistes qui vont être à la tête de campagnes, qui vont appeler à la destruction de mosquées et appeler à l'extermination d'un certain nombre de musulmans. C'est-à-dire, c'est la vengeance de ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en Afghanistan. Et ça va se passer dans cette région-là. Ça va se passer effectivement contre cette population-là. Destruction de mosquées, exécution sommaire, des viols et puis des déplacements de population, et on va aller jusqu'à des centaines de milliers de personnes déplacées. Donc on est des dizaines de milliers de personnes qu'on va trouver dans l'exécution, dans la mort, dans la destruction, ce que vous avez vu comme sont les images, et celles-ci ce sont des images finales, mais c'est un processus qui s'est renouvelé par rapport à toutes les années. C'est pas en 2012 que les choses se passent, c'est toutes les années que j'ai citées tout à l'heure, et puis c'est effectivement une politique systématique. Et quel est le but? C'est de les faire partir. En fait, le but, ce serait que de cette population-là, dont il faut savoir historiquement qu'au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, ceux qui sont les commerçants
ont un pouvoir économique particulièrement important et que ceci, ça va être jalousé. Et donc, elles vont être ciblées pour ceci, jusqu'à leur enlever tout statut. Et comme vous n'avez plus de statut, vous ne pouvez plus être dans le commerce, vous ne pouvez plus avoir d'institution, plus avoir d'entreprise, plus rien. Vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien avoir. Et donc, ça, c'est une politique systématique. C'est pour ça qu'on parle de génocide, c'est-à-dire c'est une politique pensée qui va de l'exécution à la démolition, au rejet. Parce que le but, c'est de les renvoyer, comme on dit, ils ne sont pas birmans, donc on les renvoie dans leur pays, le Bangladesh, ou l'Inde, ou la Chine. Ils viennent de là-bas. Et regardez la logique, comme c'est absolument incroyable. Quand vous voyez ce qui était en train de se passer en Côte d'Ivoire, ou ce qu'on a entendu aussi au Sénégal avec la Mauritanie, ou ce qu'on a entendu au Burkina Faso, ou ce qu'on a entendu au Rwanda, qu'est-ce que c'était? Systématiquement le même processus. On les renvoie chez eux. Voulant dire par là, ils ne sont pas des nôtres. Ça n'est pas, ils ne sont pas chez eux ici. Cette idée que chez nous, c'est effectivement bouddhiste, birman, dans l'homogénéité culturelle, un peu le discours de l'apartheid qu'on a eu en Afrique du Sud et qui a été aussi dans la répression et le meurtre, ou alors ce qui est aujourd'hui la politique israélienne avec les Palestiniens. C'est toujours cette même logique, là. Et ceux qui aujourd'hui, dans le silence des communautés internationales, dans le silence de la conscience musulmane, ce qui a été dit par notre sœur tout à l'heure, quand on s'aperçoit, ça ne les intéresse, déjà les Palestiniens ne les intéressent pas. Mais alors, les Rohingyas, ils ne savent même pas que ça existe. Ils n'ont même pas envie de savoir. Et donc, on s'aperçoit que tous les symboles, au moins quand vous aviez quelqu'un en Afrique du Sud comme Nelson Mandela, quand il se lève en face de la communauté internationale et puis qu'on lui dit maintenant tu es devenu le symbole de la paix, il dit amenez-moi les gens de Palestine, amenez-moi le Hamas et je discute avec eux parce que c'est des gens élus. Là au moins vous avez quelqu'un de courageux, pas quelqu'un qui sort, qui va voir le président Barack Obama et qui, au cœur des massacres en août, se tait et quand on vient à parler en novembre 2012, dit eh ben ils sont co-responsables, moi je suis là pour la réconciliation. Aung San Suu Kyi, qui a été cette personne qu'on a mis en avant, a fait de ce point de vue-là l'acte de lâcheté le plus grave, parce qu'un acte de réconciliation, c'est pas de nier que son peuple a tort, c'est de confronter le peuple avec ses propres exactions, sa propre politique et la haine, parce qu'on en est arrivé aujourd'hui à nourrir dans ce peuple-là la haine, et les gens sont stigmatisés sur leur religion. C'est-à-dire que quelle que soit votre origine, ce qui a été dit par notre frère tout à l'heure, avoir deux noms, essayer de passer entre les gouttes de cette répression sur la stigmatisation de votre identité musulmane, eh bien, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Birmanie. Donc, une fois qu'on se rend compte que ce processus-là, historique et géographique, il est central, qu'il y a aujourd'hui des répressions oubliées, qu'il y a, alors encore une fois, on parle, le monde parle de la répression des Tibétains, et elle existe. La répression qu'il y avait au Darfour, et ça existe, de la répression qu'il peut y avoir de certaines populations en Chine, et ça existe. Mais aujourd'hui, systématiquement, ce qui se passe en Chine, et la répression des musulmans là-bas, la répression des musulmans en Birmanie, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui que tout ce qui se passe autour, au point que les Nations Unies ont dû aller jusqu'à reconnaître que c'est la population qui, en matière de droit, qui en matière de reconnaissance internationale, qui en matière de politique d'extermination, qui en matière de politique de déplacement, est la plus discriminée au monde. La plus discriminée au monde et dont on parle le moins. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi. Et ajouter à cela la rhétorique systématique de « attention, ces musulmans sont en lien, peuvent être en lien avec les terroristes. » Et les terroristes vont justifier, au point qu'on justifie aujourd'hui des politiques d'extermination et des politiques de discrimination, des politiques génocidaires sur tout le discours ambiant qu'il y a sur l'islam, l'extrémisme violent. Et donc, de là où vous êtes maintenant, il faut que vous fassiez un pas en arrière. À un moment donné, il faut comprendre. Il ne faut pas simplement, moi, ça ne m'intéresse pas que vous veniez à une rencontre ici, puis que émotionnellement, tout à coup, vous ayez un coup émotionnel. Et puis non, il faut comprendre les raisons profondes de ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui.
Parce que tout ça, c'est lié. Et de là où vous êtes en France, vous commencez à développer une réflexion. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? De qui se moque-t-on et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Aujourd'hui, il y a en Asie, par rapport à la présence musulmane, à l'installation des musulmans, à la présence de ces musulmans, que ce soit en Inde, le pays où il y a une population musulmane, il y a plus d'1 milliard de population, mais je veux dire, il y a une population musulmane aujourd'hui extrêmement importante et qui vit dans certaines régions des discriminations inacceptables. Dans d'autres, ils ont réussi à vivre dans la diversité. En Birmanie, on assiste aujourd'hui à une politique génocidaire. En Chine, à une politique aujourd'hui de totale discrimination par rapport aux populations musulmanes et à leur réalité. Vous vous souvenez quand on parlait des Jeux Olympiques et quand il y a eu toute cette campagne, on a été obligé, quand on a parlé du Tibet, de parler des musulmans. Aujourd'hui, en Asie, il y a une vraie politique de stigmatisation. Et ça, c'est basé sur le fait religieux. Et la Birmanie, il faut l'entendre, parce que plus vous en parlerez, plus vous comprendrez ce qui se passe, plus vous serez à même de faire en sorte que cette région du monde, elle devienne aussi particulièrement importante. On n'a pas le droit de sélectionner les opprimés. On n'a pas le droit de dire que les seuls opprimés qui nous touchent, c'est les Palestiniens, ou ce sont dont on parle les médias. On n'a pas le droit, les opprimés sont les opprimés, où qu'ils soient. Et eux en particulier, quand on leur a enlevé les papiers, qu'on leur a enlevé leur identité, qu'on leur a enlevé leur nationalité, qu'on a tout enlevé, leur travail et ils ne peuvent même pas se déplacer, ils vivent dans des camps de concentration. Ça s'appelle comme ça. Le camp de concentration, ce n'est pas simplement ce qu'on a vécu en Europe dans les années 40. Le camp de concentration, ce sont des camps fermés, où des personnes sont enfermées, sans dignité, parfois torturées, parfois violées, et dont on ne peut pas sortir. Ce sont des prisons à ciel ouvert. Vous avez Gaza d'un côté, et vous avez ce dont on parle ici. Et donc tout ceci, il faut que vous soyez au moins cette conscience-là, et que vous compreniez que tout le débat aujourd'hui, toute la rhétorique internationale sur le terrorisme est en train de permettre à des États, des politiques en disant « Mais attendez, on a affaire à des terroristes, donc c'est normal qu'on les traite comme ceci. » On justifie l'inhumain par l'inhumanité de ceux qu'on considère comme des terroristes. C'est-à-dire, et après, pourquoi vous les considérez comme terroristes? Ah, parce qu'il y a des liens, et des liens qu'on invente. Des liens qu'on invente. On est allé tuer de l'Irakien en nous disant qu'il y avait Al-Qaïda en Irak. Après, on nous a dit que c'était des mensonges. Voilà ce qu'on a fait. On a tué. Aujourd'hui, je vous l'avais dit et je l'avais écrit, un jour viendra où vous entendrez ce qu'a dit votre Premier ministre, le président en France, vous entendrez ce qui est passé par pertes et profits du discours. Après l'affaire Merab, ici dans ce pays, le Premier ministre a dit: nous sommes aujourd'hui en face du terrorisme et nous combattrons le terrorisme partout où celui-ci s'installe. Et j'avais écrit à ce moment-là, vous allez voir que bientôt on va justifier une intervention au Mali. Parce qu'au Mali s'est installé ces terroristes et en fait, le terrorisme du Mali, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a sous le sol. Des ressources pétrolières aussi importantes qu'il y a en Algérie. Et voilà que tout à coup, il y a une semaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, la justification de l'intervention et des liens avec le terrorisme et les otages. Et on se dit, attendez, vous allez quand même pas nous prendre pendant des années pour des imbéciles. Eh bien oui, parce que nous sommes des imbéciles. Parce que nous sommes des imbéciles émotifs. Parce que nous réagissons à l'émotion et pas dans la vision longue. Là, le rejet de tous ceux qui sont au Mali ou de tous ceux qui sont en Afghanistan, il n'y a pas de doute. Mais ça ne peut pas justifier d'aller tuer ou de laisser tuer des gens. Donc toute cette conscience internationale doit vous ramener aujourd'hui à la Birmanie en faisant aussi une des priorités du discours politique, en disant on ne laissera pas ce peuple se laisser exterminer. Alors d'abord c'est la conscience, c'est le discours, et puis c'est le soutien financier. Et eux, ce dont ils ont besoin maintenant, c'est comment se fait-il qu'une population qui était là avant même certains qui sont au pouvoir en Birmanie soit aujourd'hui voit aujourd'hui son statut de citoyen n'être pas reconnu en disant vous êtes des étrangers. Je veux dire, c'est 1000 fois pire que ce que vous pouvez dire, parce que vous, aujourd'hui, vous avez le passeport français, on vous dit encore, mais t'es pas net comme français.
Mais pas un être comme français, ça reste quand même, vous avez le papier. Ils l'ont plus, on leur a pris. Et ils étaient parfois birmans avant ceux qui leur disent ça. Avant ceux qui leur disent, tu n'as pas le droit d'être ce que tu es, tu n'as pas de statut. Et donc, aujourd'hui, cette conscience-là de ce qui se passe en Birmanie, il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut, si vous pouvez, comme ça a été fait, ben certains peuvent voyager. Surtout, ce qui est le plus important, c'est pas d'aller simplement là-bas, c'est ce que notre sœur Mouna a fait, c'est-à-dire revenir et témoigner, et de ce témoignage, développer une conscience, mais une conscience, s'il vous plaît, plus politique qu'émotive. C'est-à-dire comprendre de ce dont on est en train de nous parler, et puis savoir faire la part des choses. C'est-à-dire être clair sur l'extrémisme violent, on n'en veut pas. Mais on ne peut pas justifier au nom de la lutte contre l'extrémisme violent des politiques génocidaires, des politiques discriminatoires, des politiques d'exécution sommaire, de destruction de mosquées, de destruction d'habitats, de déplacement de population, en nous disant ces gens-là sont un danger pour la nation. La rhétorique birmane n'est pas acceptable, et le silence des symboles de l'autorité politique, éthique, comme ce qu'on a vu aujourd'hui en Birmanie, eh bien, il faut les confronter en leur disant « on ne vous croira que quand vous serez cohérents ». Nous saluons votre combat contre la dictature birmane, nous condamnons votre silence en face de l'extermination d'une partie de la population birmane. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'être reçu par Barack Obama n'a que, vous savez, les titres donnés par les gouvernements n'ont que la valeur de votre démission quant à vos principes. Vous êtes souvent reconnu par un gouvernement quand vous avez compromis vos principes. Vaut mieux ne pas recevoir de titre de gouvernement et rester droit devant son miroir que de recevoir un titre par un gouvernement et d'être plié devant l'autorité du pouvoir. Ça reste une ligne qui doit être celle du courage et de la détermination. Merci.